Je vais commencer par Hervé Mardelet. Bonjour, je le disais, vous êtes maire de Louville-la-Chénard, alors une petite commune située en Eure-et-Loire. Pour effectivement un ancrage territorial de cette table ronde, avoir effectivement votre retour d'expérience en matière de déploiement éolien, puisque je crois savoir que vous avez quelques mains en la matière. Absolument. Messieurs, dames, bonjour. Oui, c'est Louville-la-Chénard. On est juste à quelques kilomètres de la cathédrale de Chartres, au cœur de la Beauce, pour vous situer très rapidement. Effectivement, donc, on a eu un projet éolien récemment sur lequel nous avons travaillé pendant 5 ans, pour le compte de Boralex. Et je dois vous avouer qu'au départ, ça paraissait un peu très important pour notre village, étant entendu qu'il y avait déjà des petites éoliennes qui avaient été installées il y a une trentaine d'années sur notre commune. Donc les choses ont évolué énormément et assez vite. Nous avons participé à la réflexion, bien évidemment. Et Boralex a donc aussitôt mis des personnes avec qui on pouvait échanger et trouver les solutions pour que le projet soit aussi acceptable. Le repowering s'est fait puisque les anciennes éoliennes ont été démontées avec les nouvelles plus puissantes avec lesquelles il y a eu également un agrandissement du parc éolien. Nous avons profité par la même occasion d'augmenter le parc éolien sur notre commune. Quand vous dites que c'était un projet important, qu'est-ce que vous entendez par important? En termes de grandeur, d'évolution, de puissance d'éoliennes, et puis j'appréhendais un petit peu par rapport à la population, l'acceptabilité, étant entendu que c'était déjà acquis puisque nous avions déjà l'expérience d'éoliennes auparavant. Donc aujourd'hui, nous avons plus de 30 éoliennes sur la commune, sur le village. Et je dois dire qu'il n'y a pas eu de problème de qui que ce soit, puisque l'acceptation était là. Et nous avons par contre organisé des réunions publiques pour essayer de bien expliquer le projet. Les techniciens de Boralex sont venus également. Et finalement, le projet est terminé depuis quelques mois. Et je dois constater que tout s'est très bien passé. Vous évoquez effectivement le fait que vous aviez déjà des éoliennes. On a compris que c'était une opération de repowering. Ça veut dire qu'en fait, vous avez le même nombre d'éoliennes qu'avant. Il y en a un petit peu plus? Bien plus, un peu plus, oui. Un petit peu plus. Oui. Et au niveau de la puissance, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ce sont des éoliennes plus hautes? Pardon? Est-ce qu'elles sont plus hautes? Plus hautes, oui, plus importantes, plus puissantes et plus hautes, voilà. Et pourtant, la population n'a pas montré d'opposition particulière? Ce qui m'a quelque peu surpris, mais on a beaucoup communiqué en amont, si vous voulez. On avait déjà un galop d'essai avec les premières éoliennes. Là, c'était plus important, plus puissant, mais ça n'a pas changé grand-chose dans la réflexion des uns et des autres. Évidemment que l'intérêt pour la commune financier est important, et nous avons aussi mis en avant ce côté-là qui est important pour développer le village, pour faire un certain nombre de choses et d'amélioration dans notre commune. Alors effectivement, on va y revenir. L'éolien était développé depuis combien d'années sur votre commune? Depuis 18 ans. 18 ans, d'accord. Donc les gens étaient effectivement familiers, Oui. habitués à vivre avec elle. Absolument. Et la cohabitation se passait bien. Alors effectivement, la question que je vais tout de suite vous poser, c'est qu'est-ce que vous faites effectivement? Quel est le projet quelque part de redéveloppement ou peut-être tout simplement de développement du territoire que vous avez grâce à l'éolien? Qu'est-ce que ça vous permet de faire? Pour notre commune, nous avons un certain nombre d'investissements prévus, mais si vous voulez, tout ça est très récent. J'attends de savoir concrètement ce que nous allons toucher du retour des éoliennes, si vous voulez. Je ne veux pas aller plus vite que ce qu'il faut. Une fois qu'on aura des éléments plus précis, on verra. Mais nous avons la salle des fêtes à modifier, nous avons du matériel à racheter, etc. Et ça, c'est plutôt positif. Lorsqu'on explique à nos concitoyens, évidemment, il y a des choses concrètes. On me demande qu'est-ce qu'on va faire, comment le village va évoluer. On va refaire des places, on va refaire un certain nombre de choses et embellir et améliorer notre village qui le mérite. Alors vous avez déjà quand même une expérience par le passé, puisque vous nous disiez que vous aviez un champ éolien depuis 18 ans. Depuis 18 ans, j'imagine que vous avez déjà pu mesurer effectivement les Absolument. potentialités. Mais avec, si vous voulez, d'un point de vue économique, ça va être beaucoup plus important à l'avenir qu'auparavant, bien évidemment. Ça restait mesuré. Mais ça nous a permis de comprendre comment ça fonctionnait. Et là, cette surplus d'activité et de projet nous permet d'envisager l'avenir de bonne manière pour la commune. On sait que les finances de l'État, c'est plus compliqué qu'auparavant. Donc évidemment que nos villages ont aussi besoin de se développer. Et les éoliennes nous permettent cela. Concrètement, vous avez moins de dotation qui vient effectivement de l'État et l'objectif est de créer de la valeur, de créer des recettes. En fait, c'est aussi une création de valeur, de toute façon, sur l'environnement de la commune en tout cas. Et même au niveau des communautés de communes, puisqu'on dépend forcément d'une communauté de communes, la communauté de communes va aussi profiter, si vous voulez, bien sûr,
de ces royalties, de ces retombées économiques. Alors que justement, comment est-ce que ça s'est passé au moment du chantier? Est-ce que le chantier lui-même, et puis l'entretien aussi par ailleurs des aérogénérateurs, crée de la valeur également sur le territoire? J'imagine que ça draine du monde, donc des gens qui consomment, des gens qui se logent, etc., Absolument. de l'activité économique? Oui, on a eu pendant presque 3 ans du personnel qui ont cherché des gîtes, la restauration, le couchage, etc. Donc tout ça engendre des choses positives que je n'avais peut-être pas forcément imaginées au départ, si vous voulez. Et in fine, vraiment, tout ça est intéressant pour tout le monde. Tout le monde s'y retrouve dans ce circuit. Je crois également qu'il y a une base de vie Oui, bien sûr. qui est installée sur votre commune. Concrètement, qu'en est-il? En quoi consiste-t-elle et quelle population est-ce qu'elle draine? Concernant la base de vie, là, tout le monde a quitté les lieux, bien évidemment, puisque le projet est terminé. Mais nous avons conservé toute une plateforme qui est empierrée, qu'on va valoriser dans quelques temps, si vous voulez. Mais c'est des petites choses comme ça qui ont été supplémentaires, qui ont fait que les gens ont apprécié ce type de choses. Julien Fro, on voit effectivement que le développement de l'éolien dans certaines communes de France peut créer de la valeur, tel que l'exemple vient de nous en être donné. Comment est-ce que ça se concrétise? Vestas est l'un des principaux turbiniers, effectivement, en France. Qu'est-ce que ça crée comme dynamique, notamment, je pense, en emploi? Parce que là, effectivement, on a bien compris qu'on avait des ouvriers qui étaient venus. Alors, il y a des ouvriers spécifiques à l'éolien, mais pas seulement, génie civil en amont. Mais qu'est-ce que ça peut également créer dans les territoires? Oui, bonjour. Déjà, merci pour l'invitation. Donc, effectivement, Vestas en France, c'est à peu près 700 personnes, dont plus de 450 techniciens en région. Donc, ce sont effectivement des emplois locaux, durables, parce que c'est les contrats de service de long terme, des emplois donc locaux, durables et qualifiés. Après, effectivement, comme vous l'évoquiez, il y a les phases chantiers qui amènent des équipes d'installation, donc qui font aussi marcher localement le commerce, l'hébergement et l'alimentation. Et ça reste ensuite avec les opérations et la maintenance. Donc, voilà, premier élément de réponse. Ensuite, notre activité, effectivement, nous avons une position de leader sur le marché éolien et notamment en France. Donc le fait que nous soyons en capacité d'apporter toute une très large gamme de produits à nos clients développeurs de projets, ça permet directement de créer des projets éoliens, parce qu'aujourd'hui on connaît les contraintes en France environnementales diverses et variées. Donc il faut encore avoir quelques turbiniers qui sont capables de fournir ce type de matériel. Donc aujourd'hui on continue d'installer des machines qui ont été développées il y a 20 ans, donc par exemple des V90 avec des petits rotors. Et on installe aussi des grandes machines, des V150 avec des très grands rotors. Donc la plus-value de Vestas dans cet écosystème, c'est d'avoir cette capacité à répondre à tous ces besoins. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau de la création d'emplois sur les territoires, notamment également, et de la formation peut-être? Ouais. Alors donc, nous, clairement, le challenge chez Vestas, c'est que tous les ans, on doit... Déjà, on est en croissance. Aujourd'hui, on est 700. On va bientôt être 1000 dans l'entreprise. On a 6 gigawatts. On rajoute 1 gigawatt par an. Donc, on crée des emplois directement en région. On a 17 centres de maintenance, 40 personnes en gros à chaque fois. Donc, on crée les emplois continuellement et on recrute 100 à 150 personnes par an. Il y a un peu de turnover, mais c'est surtout la croissance qui porte le besoin de recrutement. Donc, comment on fait? Donc, c'est difficile. Premier constat, c'est difficile de trouver des emplois, du personnel qualifié pour ce type de métier. On a noué des partenariats avec des écoles et des lycées techniques, donc notamment 9 lycées techniques avec qui on est partenaire. On leur fournit des supports pédagogiques, du matériel, on fait des interventions. Donc ça, c'est un moyen de former les gens dont on a besoin directement, mais ça ne suffit pas. En 2021, on a créé ce qu'on appelle le Vestas Campus, qui a vocation à former encore plus de techniciens. Donc on a déjà eu une première promotion de 9 techniciens qui ont été formés par ce biais-là. Et l'ambition, c'est de faire 3 sessions par an pour avoir 20 à 30 techniciens formés, enfin, avec les rudiments de la formation. Donc c'est ça qu'on offre à des gens qui sont éloignés des parcours scolaires habituels. Ça peut être des gens en reconversion, donc en gros, qui n'ont pas de capacité a priori, qui n'ont pas de connaissances a priori, et à qui on offre cette possibilité de les former avec ADECO qui monte les contrats d'apprentissage. On offre à ces personnes-là une formation en alternance, donc 70% avec nos équipes. Ils montent en turbine, en binôme avec des agents ou des techniciens expérimentés. Ils se forment sur le tas, si je puis dire.
Et par ailleurs, ils ont aussi 30% de formation à la safety sur nos machines dans nos centres de formation à Reims, et aussi avec des partenaires de l'AFPI à Reims également sur les métiers électroniques, hydrauliques, mécaniques. Alors, effectivement, vous venez de citer Reims. La question que j'allais vous poser, c'est ces centres de formation, ces créations d'emplois, où est-ce que ça se situe sur le territoire? Est-ce que c'est réparti ou est-ce que c'est vraiment focalisé? Nous, c'est basique. C'est les développeurs de projets qui développent dans les régions. Et nous, l'idée, c'est d'avoir des équipes au plus proche des parcs pour fournir le meilleur service possible aux clients pour que les machines soient le plus opérationnelles possible. Donc, en fait, on dédouble constamment nos unités à mesure qu'il y a des parcs qui se construisent. Voilà. Donc, il y a quelques temps, on avait 10 centres de maintenance. Là, on a 14. On va être à 17, bientôt à 20. Donc, on suit en fait la dynamique de développement des projets de nos clients. Hervé Mardelet, vous, sur votre commune ou à proximité, je dirais aux alentours, est-ce que vous avez effectivement pu observer ce type d'emplois de proximité qui ont été créés au-delà effectivement de la phase chantier, dans la phase d'entretien, qui ont été créés par l'activité éolienne? Pour le moment, pas particulièrement, mais moi je vous invite à venir dans ma commune, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Il y a Langres, pas loin, je Je pense. vous accueille. Mais vous n'êtes pas très loin de chez nous, puisque il me semble Oui, dans que la Genville. Beauce, on a plus qu'un parc, effectivement. Alors, il faut que je fasse attention à ce que je vous dis, alors. Hein. Ouais. Mais non, mais enfin, je rebondis, effectivement. Je répète, c'est très difficile de recruter. Ce sont des populations qui ne sont pas facilement atteignables sur LinkedIn, par exemple. LinkedIn, c'est facile, on poste, on a 25 offres. Là, ce sont des gens qui ne sont pas forcément faciles. Donc, c'est aussi pour ça, au-delà du Vestas Campus... Quand vous dites des gens, quels gens? En général, c'est des profils non expérimentés. Enfin, débutants dans le domaine, à le Vestas Campus, ça peut être des jeunes ou des gens en reconversion. C'est ces personnes-là dont je veux parler. Et on a besoin de vous aussi localement. En fait, ce qu'on demande à nos responsables d'unités de maintenance, c'est d'être proactifs justement, d'aller faire connaître l'entreprise, d'aller aux événements locaux, je sais pas, au Téléthon, etc., à tous les événements locaux pour se rendre visible et faire la promotion de l'entreprise, que ces personnes-là qui sont susceptibles d'être intéressées rencontrent nos personnes. Ça ne peut pas se gérer en fait au niveau centralisé, RH, depuis Montpellier qui est notre siège social. Ça ne fonctionne pas comme ça. On est obligé d'avoir vraiment un partenariat, des affinités particulières avec les territoires pour que ça marche. Et c'est vraiment ça le levier qu'il faut activer. Catherine Louis, on a vu effectivement avec les deux précédentes interventions qu'il pouvait y avoir de la création de valeur dans les territoires. S'agissant des revenus fiscaux plus particulièrement qu'on a à peine touché du doigt avec vous, Monsieur Mardelet, est-ce que vous avez quelques chiffres, quelques données à nous transmettre effectivement pour voir dans quelle mesure ça crée des recettes financières pour les territoires? Alors effectivement, oui, ça crée de la recette financière. Alors je tiens quand même à préciser en préambule que la communauté de communes que je représente n'a pas accepté d'installer un parc éolien parce qu'il y avait des revenus fiscaux derrière. Alors, on avait une autre perspective sur le développement du territoire. Certes, le parc éolien, qui était le premier parc éolien de Bourgogne à l'époque, donc on l'a accepté naturellement, mais on s'est engagé sur d'autres développements, et notamment sur une filière bois-énergie. Je tiens à le dire quand même, parce que ça laisserait supposer que la collectivité s'est engagée sur la mise en place d'un parc éolien parce que recette fiscale. Non. En même temps, ça s'entend. Ah, complètement. Oui, oui, je n'ai pas honte et je n'en rougis pas. Voilà, au contraire. Mais vous voulez dire que l'idée, c'est quoi? C'est d'être plus global dans une vision élargie du développement des énergies renouvelables, territoire zéro carbone? Oui, performant énergétiquement. C'était une vraie politique et qui nous anime toujours, nous les élus, de développer des énergies, un mix énergétique sur le territoire, avec donc le parc éolien, du photovoltaïque, une charte forestière de territoire. On est en train de travailler sur de la méthanisation. Donc effectivement, c'est très varié. Mais pour ce qui concerne le parc éolien de Saint-Seine, je suis là pour ça, pour parler de ce parc éolien, effectivement, ça génère des recettes fiscales. Donc pour la collectivité que je représente, la communauté de communes, c'est une petite communauté de communes, mais la plus ancienne communauté de communes de Bourgogne, ça génère 340 000 euros par an d'IFER, sachant que la commune... Vous pouvez peut-être nous rappeler l'acronyme? Alors, c'est les impôts... Attendez, oui, vous faites bien, on parle de l'IFER. Oui, parce que finalement, tout le monde parle de l'IFER et on finit par oublier ce que ça veut dire. Impôt sur les énergies renouvelables. Pas impôt, je dis une bêtise. Aidez-moi.
Madame. Qui a l'information IFER? Oui, Impôt forfaitaire sur les énergies voilà, renouvelables. impôt forfaitaire, voilà, Ouais, sur les énergies renouvelables. sur les entreprises de réseau. Eh ben, écoutez, voilà, comme quoi, Bon, de temps en alors, temps, c'est bien de reposer les bases. j'ai passé mon examen, j'étais recalée. Bon, bref, vous n'êtes pas la Bon, seule. donc, voilà, parce que c'est vrai qu'on parle toujours de l'IFER sans maintenant se poser la question de savoir ce que représente l'acronyme. Donc la communauté de communes, depuis l'origine, a institué une charte de reversement de cet IFER auprès des communes qui ont accueilli l'EMA. Donc la communauté de communes perçoit 60% des recettes et elle reverse 40% auprès des communes qui ont l'EMA sur leur territoire. Parce qu'il y a eu une certaine solidarité qui s'est opérée, même si lorsque le parc éolien nous a été proposé, nous avons rassemblé les 20 communes membres de la communauté de communes pour avoir leur accord, pour que ça soit véritablement un projet d'ensemble, avec une pleine concertation, et donc il y a ce reversement qui s'opère auprès des communes en fonction du nombre d'habitants et du nombre de mâts. Alors 340 000 euros, c'est une belle somme. Néanmoins, ça représente quoi dans l'ensemble du budget? Alors moi sur le budget, alors à l'époque on avait un budget de 3 500 000 euros de fonctionnement. Ça nous a permis de créer notamment 2 pôles périscolaires. Nous avons aujourd'hui 5 pôles périscolaires, parce qu'on a à peu près 600 enfants sur le territoire à accueillir. Donc on accueille... alors après, oui, c'est une somme globale qui rentre naturellement dans le pot commun, mais ça nous a quand même aidé à créer ces 2 pôles scolaires. On a travaillé avec le promoteur à l'époque, avec EOLRES, on a travaillé notamment sur du développement touristique, pour que ce parc soit complètement intégré dans le paysage et qu'il puisse, il a été, comme vous monsieur, fort bien accepté par la population, parce que j'ai fait le nécessaire pour que la communication, la sensibilisation, la pédagogie puissent être faites auprès du grand public. Et donc nous avons associé également les écoles qui ont été invitées à donner un nom à chaque mât, à découvrir le parc éolien, à faire des visites, à faire des expositions, des sorties VTT autour du parc. Voilà, tout ça a contribué à l'acceptabilité de ce parc. Donc ça constitue vraiment, ça fait partie d'un projet de territoire pris Complètement. dans sa globalité. Complètement. Complètement. Et aujourd'hui, alors depuis l'origine, hein, quand on savait que le parc serait installé, donc il a été mis en place en 2009, il n'y a pas eu véritablement d'opposition par rapport à ce parc. Alors je tiens à dire qu'on a eu la chance d'être le premier parc éolien de Bourgogne. Donc les associations qui s'élevaient contre ces parcs n'étaient pas encore véritablement bien organisées. Je tiens à le dire. Voilà, ça c'était un avantage. J'en ai eu qu'une seule qui un jour, lors d'une émission, lors d'un plateau télé, m'a invectivé, mais bon, n'avait pas les arguments nécessaires pour... Vous êtes arrivé avant que les anti-éoliens s'organisent de voilà. manière assez... Oui, j'ai eu cette chance-là. Voilà. Et vous, monsieur Mardelet, pendant le chantier de repowering, vous n'avez pas eu de soucis de ce point de vue-là? Non, je partage ce que vous dites, madame, totalement. Non, on n'a pas eu de problème d'opposition ni quoi que ce soit. Et on a quand même des grands espaces, si vous voulez, en Beauce. Et il y a quand même de quoi faire sans que ça gêne qui que ce soit, bien au contraire. Donc c'est plutôt une valeur. On va, à l'inverse, on valorise notre territoire, que ce soit avec les éoliennes, et même au niveau des exploitants agricoles qui profitent, entre guillemets, mais qui sont utiles au moins... Voilà, pardonnez-moi. parlez bien près du micro. Excusez-moi. On participe aussi, nous, exploitants agricoles, à l'énergie, à produire de l'électricité. Donc ça valorise aussi le territoire, mais aussi nos exploitations. Il y a tout un concept économique derrière tout ça. Oui, effectivement, avec le développement des énergies renouvelables, les agriculteurs deviennent aussi des producteurs d'énergie. C'est une source de revenus complémentaires. Aujourd'hui, c'est quand même... d'autant plus dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, c'est d'autant plus honorable, si vous voulez. Donc on participe au moins à quelque chose. Et donc ça double sens pour nous, exploitants, et on participe à cette énergie. Alors Catherine Houy disait qu'elle avait opéré un travail de longue... Enfin, il y a longtemps, il y a quelques années. Donc, puisque d'ailleurs, peut-être nous rappeler depuis combien de temps est-ce que le parc existe? Ça fait 12 ans. 12 ans. Ah oui, donc sensiblement la même époque. Absolument. Finalement. Ah, même d'ailleurs antérieure pour vous à 18 ans. Donc vous n'étiez pas déjà maire, j'imagine, à l'époque? Non, absolument pas, j'étais adjoint. Non, c'était pas vous, effectivement. Donc du coup, vous n'avez pas forcément de retour d'expérience sur le travail qui a été mené de manière préliminaire en termes de sensibilisation, d'accompagnement, ou vous avez au contraire des infos sur ce qui avait été fait à l'époque?
Oui, bien sûr. Oui, c'était mon frère qui était maire à l'époque. Alors, Ah d'accord, ah bah oui, effectivement, c'est une histoire de famille. je l'ai interrogé avant de venir, mais non, mais au-delà de ça, j'étais conseiller, j'ai suivi, si vous voulez, le premier projet. Celui-ci était quand même beaucoup plus important et j'étais plutôt dans les premiers à suivre ce qui s'est passé, qu'il n'y ait pas de problème avec nos concitoyens, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est une réussite pour le moment, c'est une réussite. Je touche du bois, mais voilà. Mais donc du coup, vous n'avez pas eu besoin de mettre en place particulièrement des opérations de sensibilisation, d'accompagnement, monter effectivement, comme disait Madame Louis, un vrai projet de territoire. Alors, c'est pas du tout au discrédit de ce que vous avez fait, entendons-nous bien. Mais là, on sent effectivement qu'au niveau des écoles, il y a eu des travaux qui ont été engagés, on a nommé les mâts, etc. Tout ça, dans votre commune, il n'y a pas eu de nécessité. Nous avons fait la même chose avec les éoliennes, les anciennes éoliennes. Et là, à nous de réfléchir, qu'est-ce qu'on pourra proposer dans quelques mois avec ce nouveau parc, qui est plus important, plus esthétique. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a des chemins qui ont été refaits. Voilà. D'accord, donc le travail est en cours, on va dire. Ok, merci beaucoup à vous deux pour ces éclairages venus du territoire. On aura l'occasion d'y revenir. Mais pour l'instant, je voudrais me tourner vers Hervé L'Extrait. Donc, je le disais tout à l'heure, vous êtes directeur du pôle de la transition énergétique chez Enedis. Enedis, donc ce sont les réseaux de distribution d'électricité, sauf qu'aujourd'hui, ça fait plus que distribuer. Ça permet aussi de remonter l'énergie. On a vu hier avec vos confrères de RTE, la prise de parole de Xavier Pichazik, à quel point effectivement la place des réseaux était importante pour le déploiement des énergies renouvelables en général et de l'éolien en particulier. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui vous accompagnez justement ces porteurs de projets des territoires pour l'émergence notamment des parcs éoliens? Alors oui, déjà bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, la place des réseaux est très importante dans le développement des énergies renouvelables et d'ailleurs, il y en a le fait que nous ayons un stand cette année dans votre colloque et en est l'illustration parfaite. C'est la première fois que nous avons un stand et j'espère que ce n'est pas la dernière. Les personnes d'Enedis qui sont dans ce stand viennent des régions qui sont particulièrement dans la dynamique du développement de l'éolien. Vous avez la Picardie, vous avez la Champagne-Ardenne. N'hésitez pas à aller discuter avec eux si vous avez des projets dans ces territoires. Et c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est vécu positivement par l'entreprise. Ça fait déjà quelques années qu'on vit ça positivement, à tel point qu'on se challenge véritablement sur le nombre de mégawatts raccordés dans la filière éolienne, dans les autres filières également bien entendu, mais la filière éolienne, on est tout à fait conscient aujourd'hui de son importance dans le contexte particulier de la crise énergétique. Je pense que hier, vous avez eu l'occasion de discuter beaucoup de la sécurité d'approvisionnement. Tout le monde a pleinement conscience aujourd'hui de la nécessité d'avoir un maximum de production éolienne pour passer l'hiver, pour passer les pointes de consommation. L'éolien, c'est super, ça souffle en hiver, ça souffle autant le matin que le soir entre 18 et 20 heures, c'est-à-dire au moment où on aura le plus besoin de production. Et donc notre rôle, nous à Enedis, c'est un rôle certes de facilitateur, mais on fait tous nos efforts pour qu'il y ait un maximum de production éolienne qui soit disponible l'hiver prochain. Alors, dès le printemps, avec cette crise énergétique là, qui était déjà présente, on s'est dit il faut absolument qu'on mette tous nos efforts pour qu'il y ait un maximum de parcs en service avant l'hiver. Donc on est allé les compter, on a regardé un par un tous les parcs dont les mises en service étaient prévues avant le printemps prochain, en se disant si on peut les accélérer, on va tout faire pour les accélérer. Et ça, c'est le rôle de nos directions régionales. Vraiment, on en a décompté 70. L'essentiel, c'est de l'éolien, parce qu'on a regardé les plus gros parcs. Forcément, les plus gros parcs, c'est ceux qui sont les plus efficaces pour contribuer à la sécurité d'approvisionnement. Et on les suit véritablement un par un. On se donne vraiment le challenge qu'aucun ne soit en retard à cause du réseau. Il faut que le réseau soit en avance de phase pour que ces parcs puissent être mis en service. Alors ça s'inscrit dans un contexte que tout le monde connaît aussi, sur les tensions très fortes sur l'approvisionnement des matériels, la hausse des coûts. Enfin, je pense que c'est pas mon voisin qui dira le contraire. Mais voilà, on veut surtout pas que le réseau soit une contrainte dans ce contexte de crise sur la sécurité d'approvisionnement. On fait des tests, nos collègues en région font des stress tests, je crois encore cette semaine sur certains postes sources où on va baisser la tension en prévision peut-être d'un levier qui nous sera demandé par RTE cet hiver. Et on veut vérifier que les installations éoliennes restent accrochées au réseau si on baisse la tension de 5%. C'est important parce que sinon, au lieu de contribuer à la sécurité d'approvisionnement, il ne faut pas qu'on dégrade la situation. Donc voilà, on est vraiment la courroie de transmission entre le système électrique, RTE, la production renouvelable. Et
je pense que dans ce contexte de crise, en fait, ce qu'on illustre là, c'est vraiment la solidarité, de tous les acteurs de la filière. On est un système intégré, production, transport, distribution, et il faut qu'on soit tous solidaires, qu'on se serre les coudes pour passer l'hiver. Alors, j'avais eu l'occasion de rencontrer quelqu'un de chez vous, Pierre Guelmant, que vous connaissez très certainement, responsable de relations institutionnelles de Enedis, il y a quelques mois, qui plaidait effectivement pour le fait qu'on réinvestisse massivement dans les réseaux, notamment les réseaux de distribution, parce que il y avait matière. Aujourd'hui, est-ce que vous avez été écouté? Alors, Enfin, entendu plutôt. Alors, Plutôt le terme consacré. les investissements dans le réseau ne cessent d'augmenter. Ces dernières années, vraiment, ne cessent d'augmenter. Et on prévoit d'ici 2040 96 milliards d'investissements dans les réseaux. Donc, c'est un plan d'investissement qui est absolument extraordinaire. Enfin, je parle que du réseau concédé à Enedis. Il y a le réseau de transport aussi, hein, où il y a un fort programme d'investissement. Donc, il faut regarder effectivement l'ensemble, hein, les investissements très forts dans le renouvelable. La France souhaite aussi réinvestir dans le nucléaire, mais n'oublions pas les réseaux. C'est extrêmement important. Et quand on parle de planification énergétique, nous, notre souci, c'est que les réseaux soient bien intégrés dans cette planification énergétique. Si on planifie le développement des énergies renouvelables d'un côté et puis qu'on laisse le réseau se développer de l'autre, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment que ce soit fait ensemble, en symbiose, qu'on avance au même rythme, sinon ça va coincer. Alors, j'évoquais tout à l'heure le fait qu'il y avait un vrai changement de paradigme parce que le réseau de distribution à une époque c'était vraiment dans un sens. Désormais, ce sont dans les deux. Hein. On distribue, on récupère de l'énergie, on la redistribue. Concrètement, sur les terrains, qu'est-ce que ça impose comme changement de méthode de travail, comme solution, comme innovation technologique? Alors, effectivement, c'est source d'innovation. Déjà, avant de parler d'innovation, je vais parler métier de base. Effectivement, vous le dites, pour évacuer de la production renouvelable, et il faut l'évacuer par des postes, ce qu'on appelle des postes sources, et qui sont à l'interface du réseau de transport, du réseau de distribution. Donc, c'est quand même le premier enjeu qu'on a bien identifié avec nos collègues de RTE. C'est de se dépêcher de construire les postes sources là où il y en a besoin et également que ces postes sources soient raccordés au réseau de transport. Donc là, on se monopolise véritablement avec RTE pour se coordonner, pour faire les choses ensemble, au même endroit, au même moment. Là aussi, si on n'est pas coordonné, ça ne va pas marcher. Donc on a passé l'été à travailler ensemble sur la priorisation de construction de ces postes. Si on n'a pas les postes, il ne se passera rien. Donc après, il y a aussi de l'innovation, bien entendu. On a des postes sources aujourd'hui qui sont numériques. Déjà, on les construit plus vite. Ça, c'est important aussi de le noter. On a appelé ça poste source express. C'est peut-être un nom qui sonne bien, mais dans la réalité, on construit aujourd'hui un poste plus vite en 1 an, alors qu'avant, on mettait 2 ans. Alors pourquoi? Parce qu'on a des process de préfabrication en usine, etc., qui nous permettent d'optimiser ces délais. Ces postes sont numériques, ils vont nous servir à quoi aussi, ces postes? Eh bien, à piloter, à commander les énergies renouvelables. Donc là aussi, on s'appuie sur des fabricants de matériel qui aujourd'hui sont très performants, qui répondent à des signaux qui peuvent venir du réseau. Et par exemple, ce qu'on fait maintenant assez fréquemment avec RTE, c'est qu'on demande à des parcs de sécréter. On ne leur demande pas de sécréter pour le plaisir, on se demande de sécréter quand il y a une contrainte, en général sur le réseau de transport. Et à quoi ça sert ça? En fait, ça sert à raccorder plus et plus vite. C'est-à-dire que si on accepte de temps en temps d'avoir un peu d'écrêtement sur les énergies renouvelables, ça va nous permettre de mettre en service plus de mégawatts plus vite et donc de produire plus d'énergie renouvelable. Donc il faut le voir vraiment comme quelque chose de positif. L'écrêtement aujourd'hui, qui s'appuie sur ces technologies digitales et de pilotage, va servir à accélérer la transition énergétique. Alors quand je vous écoute, je fais quand même un parallèle avec ce que disait monsieur Fro concernant les aérogénérateurs. Est-ce que votre filière, elle crée de l'emploi en région? De la formation, on voit effectivement plus que les métiers évoluent, il y a de plus en plus de numérique. Est-ce que là aussi, effectivement, il y a un maillage qui se crée sur le territoire? Alors effectivement, la filière crée de l'emploi en région et d'ailleurs, nous, Enedis, on contribue à l'Observatoire de l'éolien qui chaque année met en valeur toutes les créations d'emplois grâce à la filière, directe et indirecte. Alors nous, il y a déjà des créations d'emplois directes. On recrute des centaines
de personnes en région pour travailler dans la transition énergétique. Et là, on se retrouve d'ailleurs sur le marché avec tous les acteurs de la filière, hein. Je pense qu'on est tous à essayer d'attirer les talents et les jeunes cadres, les jeunes techniciens. On embauche vraiment énormément de chefs de projet en région, justement pour piloter le raccordement de ces parcs éoliens. Et on s'appuie sur des prestataires, donc des entreprises qui réalisent les travaux. Donc là aussi, ça génère de l'emploi localement en région. Julien Fro, quand on écoute Monsieur L'extrait, on se rend compte qu'il y a une forte brique innovation pour accompagner le développement des énergies renouvelables. L'innovation, comment est-ce qu'elle se concrétise chez Vestas? Effectivement, déjà un chiffre, Vestas aujourd'hui c'est 1 milliard d'investissements par an en R&D, donc c'est quand même colossal. C'est de la R&D européenne, pas franco-française mais européenne, donc il faut quand même le souligner. Et donc l'innovation c'est tout le temps. Donc aujourd'hui il y a plusieurs volets. Il y a toujours améliorer les machines, en faire des plus performantes, des plus grandes, des plus puissantes. Là il y a un enjeu pour Vestas, c'est d'être sur le segment offshore, de le développer encore plus. Donc on est en train de faire le prototype d'une machine de 15 MW, 236 mètres de rotor. Et on a signé en France l'année dernière des projets d'installation de fermes pilotes d'éoliens flottants offshore en Méditerranée au large de Port-la-Nouvelle. Donc l'année prochaine, il y aura pour la première fois en France 2 unités de production offshore de 30 MW chacune, avec des turbines, donc des V164, déjà des grosses machines, de 10 MW chacune. Voilà, donc ça c'est typiquement... De combien de mégawatts chacune, vous avez dit? 10 MW. C'est déjà la vieille génération. Voilà, donc ça sera du concret. La région Occitanie investit beaucoup dans les énergies renouvelables. Rien que pour adapter le port de Port-la-Nouvelle, c'est 300 millions d'euros d'investissement, 150 créations d'emplois. Et ça a vocation à devenir aussi un hub dans le domaine de l'hydrogène. Donc nous, on investit. Je vous dis, il y a 2 fermes parce qu'il y a des technologies différentes. Il y a plein de solutions possibles. On explore avec des partenaires, des flottoristes, des développeurs. Voilà. Ça, c'est un gros axe. Ensuite, il y a un axe un peu plus connexe, je pense que c'est votre question qui suit sur l'hydrogène. On y reviendra. On y reviendra après. On y reviendra un petit peu plus tard. Par contre, c'est intéressant ce que vous disiez, effectivement, c'est-à-dire que les acteurs industriels, là je me retourne vers les 2 acteurs du territoire, les entreprises, les industriels investissent sur vos territoires, donc pour créer des usines, pour créer des bases de vie, comme on l'a vu. Est-ce que ça, vous avez eu l'occasion de mesurer l'impact en matière de redynamisation des territoires? Pour le moment, non, c'est pas un impact, si vous voulez, majeur. Par contre, ce que je vous écoutais avec grand intérêt, le problème qu'on a en Eure-et-Loire et dans la région centre, c'est les postes sources qui ne suffisent plus. Il y a bien sûr les éoliennes, et surtout le photovoltaïque, vous le savez très bien, et on a un retard considérable dans ce domaine. Et c'est un vrai problème pour pouvoir mettre des projets dans excusez-moi, monsieur Bardet, parlez bien dans le micro, vous posez-le tout sur le menton, et comme ça, ce sera parfait. Et il y a des projets en cours, il y a un projet de méthaniseur, éolien, pas loin de chez nous, et qui ne se fera pas parce qu'il n'y a pas, les postes sources ne sont pas suffisants. Donc c'est vraiment, c'est dommageable. Je regrette, nous regrettons tous ce problème-là. Et de découvrir qu'en fait, il n'y a pas suffisamment de postes sources aujourd'hui, c'est quand même invraisemblable, quoi. C'est un peu, je ne vous reproche rien, c'est un constat. Et c'est bien dommage, en tout cas. Alors, effectivement, oui, allez-y, je vous en prie, monsieur L'extrait. Je ne peux qu'abonder dans ce sens. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de planification énergétique qui inclut bien les réseaux. Aujourd'hui, la planification des réseaux passe par des schémas régionaux de raccordement. Et il faut que ces schémas régionaux de raccordement anticipent davantage le développement des ENR pour ne pas être en retard. C'est aussi une grande attente que nous avons, nous, Enedis, que la loi d'accélération sur les énergies renouvelables prévoit bien cette nécessaire anticipation des réseaux dans la planification énergétique. Il y a quelques signaux qui nous semblent favorables dans ce qui devrait sortir, mais voilà, on est encore très en attente d'avoir un peu plus de détails sur ce projet de loi pour nous assurer qu'il y aura vraiment des mesures qui seront efficaces en termes d'anticipation. Nous, on parle de planification à 10 ans ou à 15 ans. Il faut arrêter de planifier à 5 ans. Parce que quand on a planifié à 5 ans, dans 5 ans, on se rend compte que finalement, on est déjà en retard. Donc il faut vraiment voir plus loin.
il faut voir plus loin en intégrant toutes les filières, vous les avez citées, éolien et photovoltaïque bien sûr, mais également la méthanisation. Écoutez, je suis ravi parce que je voulais justement qu'on aborde la loi d'accélération dans un deuxième tour de table et je vois que la discussion nous y amène naturellement, donc c'est parfait, ça coule tout seul. Madame Louis. Oui, moi je voulais juste rajouter un petit point par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il faut également interpeller l'État par rapport au développement de l'éolien et du mix énergétique sur nos territoires, parce qu'aujourd'hui, on voit en tant qu'élu, moi je parle en tant qu'élu comme vous, monsieur, il faut véritablement faire bouger les lignes. Parce que je crois qu'ici, on est réunis, on est tous convaincus que voilà, le mix énergétique, et d'ailleurs ça a été très bien énoncé par M. Nguyen tout à l'heure, des propos parfaitement clairs, voilà, très incitateurs naturellement pour engager chacun dans ce mix énergétique. Mais nous, en tant qu'élus, on est confrontés au diktat de la DRAC, de la DREAL, des services de l'État, qui travaillent avec des règles qui existent depuis des années, qui n'ont pas évolué. Et donc aujourd'hui, moi, alors au titre de ma collectivité, nous nous sommes confrontés à des refus de pose de panneaux photovoltaïques, tout simplement parce que nous avons un lavoir, nous avons une église à proximité. Mais là, ça n'a plus de sens. Parce que les ABF qui posent souci. C'est les ABF, et je les ai sollicités pour demander qu'il y ait une réunion avec l'ensemble des maires de Côte d'Or, puisque je suis également impliquée dans cette association. Et donc je lui dis, j'ai la possibilité de réunir les maires de Côte d'Or pour travailler sur le sujet et pour faire évoluer toutes les règles qui ont été édictées, mais il y a des années, quand on était bien loin de cette crise énergétique et on pensait ne jamais la connaître. Et ça fait 6 mois que j'ai demandé ce rendez-vous, je n'ai toujours pas obtenu. Donc je pense que je vais m'adresser un petit peu plus haut pour travailler sur justement une évolution de ces règles qui ne correspondent plus à la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ce que vous dénoncez clairement, c'est du conservatisme. Ce que vous dénoncez clairement, c'est du conservatisme de la part de certaines complètement. Alors, administrations. J'espère qu'il n'y a pas les services de l'État, le conservatisme, la rigidité. On vous protégera. Voilà, et puis bon, j'ai des représentants de Q Energy, des Olres, et ils savent les problèmes que j'ai pu avoir également avec le lobbying des associations de l'environnement. Moi, on a quand même, sur mon parc, arrêté le parc 6 mois pour un Milan Royal qui s'est retrouvé mort au pied d'un mât. Est-ce raisonnable ? Voilà, c'est la question que je pose. Et quand je pose cette question-là, on n'a pas de réponse à me donner. On me dit c'est une espèce protégée, donc on arrête la moitié des mâts. Pour moi, c'est pas raisonnable. Alors, est-ce que le champ aujourd'hui, le parc éolien est reparti ? J'ai eu la bonne nouvelle tout à l'heure parce qu'on m'en a pas informé directement, mais oui, il est reparti depuis la semaine dernière. Alors effectivement, donc ça interpelle ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'opposition qu'on trouve parfois entre protection de la biodiversité et transition énergétique, donc transition écologique, transition énergétique. Vous faites effectivement allusion à des associations de protection de l'environnement. Là, c'est pareil, elles sont multiples, hein. Il y a les favorables au développement des énergies renouvelables et d'autres qui le sont moins. Comment est-ce que ça se gère tout ça sur votre territoire, justement, cette opposition ? Parce que là, pour le coup, on parle toujours d'environnement, de préservation de la biodiversité, du climat, etc. J'allais dire que tout cela se passe sans véritablement échange ni concertation. Moi, je suis sur un territoire où je bénéficie alors sur une zone de protection entre une SNIEF, plusieurs sites Natura 2000, une réserve naturelle régionale, forêt d'exception, liste verte, et j'en passe et des meilleurs. Donc, vous voyez, voilà, donc j'ai l'occasion d'échanger. Un environnement contraint, donc. Très contraint. C'est pour ça qu'on était ravis d'avoir ce parc éolien, parce qu'effectivement, compte tenu de ces zones de protection, mais aujourd'hui, on se rend compte que les associations, et notamment la LPO, si je peux me permettre, difficile d'échanger avec eux. C'est-à-dire qu'on a beau leur expliquer, et en plus c'est patent tout ce qui a été mis en place sur le territoire par la collectivité, pour montrer qu'effectivement on n'est pas contre l'environnement, loin de là, puisqu'on travaille pour le développement et la préservation de l'environnement, mais ils restent figés sur leur position.
On ne peut pas véritablement travailler en profondeur avec eux et travailler tel que, comme je le disais, dans la société du 21e siècle, avec des règles qui changent. Voilà. C'est le cadre d'énonciation, hein. Donc on a effectivement dénoncé un certain Oui, conservatisme mais je de pense que je vais pas l'administration. repartir les mains libres, hein, vu ce que j'ai dit tout à l'heure. Au niveau Je vais des, partir comme au niveau ça. des assauts, effectivement, vous disiez un Milan qui a été, Un Milan qui a été Royal. tué, donc manifestement par Il y une en a balle. eu 2. Alors, pour être véritablement très honnête, il y en a eu 2 en 12 ans. Est-ce qu'on peut avoir une comparaison par rapport à d'autres impacts éventuels sur la biodiversité liés à d'autres activités humaines? Je pense à D'autres l'agriculture, au transport. activités humaines, alors par rapport donc au territoire donc forêt Seine-et-Suzon que je représente, nous avons également la migration des crapauds. Donc les crapauds sont protégés. Donc chaque année, non, ça fait sourire. Non, Chaque mais année, c'est très sérieux. Hein. pendant 3 mois, je favorise la migration des crapauds en travaillant avec l'Université de Bourgogne pour que des étudiants tous les soirs récupèrent les crapauds dans des seaux pour les faire traverser la route pour qu'ils puissent se reproduire sans être écrasés par les voitures. Donc je pense que ça c'est une... c'est pas une image, hein, c'est des véritables actions qui sont faites pour la protection de la nature. C'est vrai qu'avec un Milan, c'est un peu plus compliqué à... Milan, oui, j'avoue que un filet à papillon. Ça va être C'est plus compliqué. dur. Alors néanmoins, effectivement, on l'a vu lors des discussions, c'était déjà le cas hier. L'objectif maintenant, c'est d'accélérer clairement sur le développement des énergies renouvelables. Christine Louis, justement, comment est-ce que ça va se concrétiser selon vous dans votre territoire? Est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder les mesures qui sont proposées dans la loi et est-ce que vous estimez qu'elles sont de nature à vous aider au quotidien, justement, face aux oppositions auxquelles vous faites face, les oppositions dont vous faisiez part? Oui. Alors, m'aider, ça va être compliqué parce qu'aujourd'hui, on est en pleine réflexion avec le développeur sur le renouvellement du parc compte tenu déjà de ses 9 ans d'existence. Et on bute aujourd'hui sur, toujours pareil, hein, le diktat de l'État par rapport à la situation géographique du parc qui se trouve dans le rayonnement d'un radar météo. Donc, ça veut dire qu'il faudra relancer toute la procédure d'implantation du parc pour implanter les mâts ailleurs où ils sont aujourd'hui implantés. J'en suis là aujourd'hui, je regarde le promoteur, mais aujourd'hui nous en sommes là. C'est-à-dire que c'est vraiment très compliqué. Moi, on m'a dit directement à la préfecture, on m'a dit par rapport à ces mâts qui doivent donc être réimplantés, installer des machines nouvelles, puisqu'effectivement les machines sont un peu fatiguées compte tenu des 12 ans d'existence. Eh bien aujourd'hui, il ne faudrait plus les implanter où les mâts sont implantés actuellement. Donc il faudrait revoir l'implantation, mais en revanche, le radar météo ne bougera pas de place. Donc ça veut dire qu'il faut relancer toute une étude pour réimplanter le parc éolien. Alors certes, avec moins de machines, c'est ce que l'on m'avait dit, hein. Aujourd'hui on en a 25, il y en aurait moins. Mais en revanche, le nombre de machines, c'est pas ce qui a posé problème à l'initiative de l'implantation du parc, puisqu'il a été accepté largement par la population. Et donc aujourd'hui, je ne pense pas que ça poserait question. Mais voilà, on se trouve de nouveau confronté à ces directives qui gênent, hein, qui retardent. Je pense qu'elles gênent et elles retardent les implantations de nouveaux projets. Alors c'est vrai que c'est tout précisément les retards sur lesquels la loi d'accélération entend pouvoir débloquer un petit peu la situation. Hervé l'extrait justement sur cette loi d'accélération et développement des énergies renouvelables, il y a quelque chose qui vous concerne tout particulièrement, en tout cas sur lequel vous êtes directement liés, ce sont les tarifs riverains. On en parlait tout à l'heure, le fait que les usagers qui sont à proximité d'installations éoliennes notamment, mais énergies renouvelables en général, puissent bénéficier d'une remise sur le prix de l'énergie qu'ils payent. Qu'est-ce que ça vous inspire chez Enedis? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne mesure et est-ce qu'il y a des points de vigilance à conserver? Alors effectivement, c'est une disposition qui est dans le projet de loi et dont on discute beaucoup avec la filière, hein, avec France Énergie Éolienne, au sein de l'UFE également, l'Union Française de l'Électricité. Et c'est une disposition, pour le coup, qui a l'air de concerner vraiment
tout le secteur, hein, on va du producteur au fournisseur d'électricité en passant par le distributeur. Donc nous, on est Enedis, on est un gestionnaire de réseau public et notre rôle, c'est d'être facilitateur de marché. Donc on est là pour accompagner, aider et faire en sorte que les choses fonctionnent bien avec les moyens dont on dispose. On regarde ça quand même avec une certaine vigilance parce qu'une idée peut-être un peu trop rapide pourrait être de se dire, ben, tiens, si on fait un tarif spécifique pour les riverains d'un parc éolien, ça pourrait être plus simple de le véhiculer par la facture du réseau, par ce qu'on appelle le tarif d'utilisation du réseau, le TURP. Le TURP s'applique à tout le monde et donc c'est une solution de simplicité. Alors c'est là qu'on dit oui, mais attention, le TURP, il est construit sur un principe qui est fondamental, qui est la péréquation tarifaire. C'est-à-dire qu'on garantit à tout utilisateur en tout point du réseau sur le territoire français, que ce soit un habitant à Paris ou au fond de la Creuse, de payer le même tarif dans des conditions équivalentes. Donc si on déroge à ce principe, c'est vraiment le modèle d'entreprise d'Enedis qui est remis en question. Notre entreprise qui est vraiment unique, hein, qui est une entreprise nationale mais qui est ancrée dans les territoires parce que le réseau est concédé par les territoires. Hein. Ce sont les autorités organisatrices distribution d'électricité qui nous concèdent le réseau. Ce sont eux les propriétaires. Donc on a cette implantation territoriale qui est unique et qui fait que notre modèle est fondé sur la solidarité entre les territoires. C'est la solidarité entre les grandes métropoles et les territoires ruraux. Et ce fondement de solidarité, il s'appuie sur la péréquation tarifaire. Donc pour nous, c'est vraiment une ligne rouge. Il ne faut pas que ça passe par la facture du réseau. En revanche, si ça passe par d'autres leviers, la facture de fourniture d'électricité, par le biais de chèques énergie, etc., bien entendu, on sera là pour mettre des moyens à disposition. On compte peut-être sur nous pour donner des informations sur la localisation des riverains par rapport à des parcs. Certes, on a évoqué ça hier avec justement Christine Goubet-Millot, donc présidente de l'UFE que vous citiez à l'instant. Ça pose aussi une problématique, cette question de tarif préférentiel des riverains, c'est combien est-ce que je vais payer de moins en fonction de la distance potentielle à laquelle je suis d'une installation. Ça, c'est une vraie question. Effet de seuil potentiel. Je partage. Je nous connais et on est très vite capable de construire des usines à gaz pour ce genre de choses. Hein. Donc là, un gros warning. Je pense qu'il faudra qu'on réfléchisse ensemble et l'UFE est le bon endroit parce qu'il réunit vraiment tous les acteurs pour qu'on fasse des propositions tous ensemble. Essayons de trouver des solutions pragmatiques, simples, peut-être avec la commune de la résidence, des informations qui sont publiques. Si on commence à aller mesurer des rayons entre un mât et l'implantation d'un riverain, j'imagine tout de suite les débats qu'il pourrait y avoir. Ah non, mais là vous avez mesuré l'emplacement de mon compteur, mais ma maison, elle est 20 mètres plus loin. Enfin, on peut très très vite tomber dans une usine à gaz et ne pas faire fonctionner le système. En tout cas, si je retiens donc quelque chose de votre intervention, c'est on ne touche pas au TURP. Voilà. Très bien, écoutez, c'est bien noté. Alors avant qu'on prenne peut-être des questions dans la salle, je reviens vers vous, Monsieur le maire, effectivement, pour votre retour sur la loi sur l'accélération des énergies renouvelables. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, au sein de vos territoires, est-ce que le fait que vous ayez une expérience réussie en matière éolienne, est-ce que ça a diffusé pour accélérer quelque part le développement des énergies renouvelables sur un territoire élargi qui vous entoure ? Concrètement, est-ce que votre retour d'expérience, il a donné envie à d'autres de se lancer dans l'aventure ? C'est déjà le cas compte tenu du contexte économique. Il y a aussi des communes maintenant qui s'intéressent bien sûr à l'éolien, au photovoltaïque, etc. Pour autant, ce que nous disions tout à l'heure, c'est que j'ai un exemple où tout se passait bien avec les villageois, les concitoyens d'un de mes amis là, et au début ça se passait bien et maintenant ça devient très compliqué. Et tous les exemples qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt assez critique malgré tout. Mais il y a encore du potentiel très important dans notre secteur. Qu'est-ce que vous appelez les zones d'ombre ? Pardon ? Qu'est-ce que vous appelez les zones d'ombre ? Sont assez critiques. C'est bien chez les autres, si vous voulez, ça ne me gêne pas, je suis d'accord pour en avoir sur ma commune, je ne veux pas que ça me dérange.
On est dans le moi-je, on est les méthaniseurs, c'est la même démarche. Il y a ça gêne forcément. C'est toujours négatif, alors que ça a des vertus, on le sait bien. Mais après, il faut expliquer, échanger. C'est vite négatif, si vous voulez. On a quand même des opposants aussi dans notre secteur. Alors, effectivement, Monsieur L'Extrait, Monsieur le maire évoquait les méthaniseurs. Cette notion effectivement d'accès prioritaire à un tarif réduit de l'énergie, c'est dans la loi. La loi, elle ne réserve pas de chapitre spécifique par rapport aux différents types d'énergie. Il n'y a pas un chapitre éolien, un chapitre photovoltaïque, un chapitre biométhane. Qu'est-ce que ça va donner? Quelqu'un qui a une usine unité de méthanisation à côté de chez lui, est-ce qu'il aura le droit à un rabais sur sa facture d'électricité ou de gaz? Ça, est-ce qu'on a des éclairages là-dessus? Alors, concernant le gaz, non, moi, j'ai pas d'informations. En revanche, je pense que la mesure qui est aujourd'hui dans le projet de loi, effectivement, n'est pas spécifique à l'énergie éolienne. Donc, devrait concerner, je pense, tout type d'énergie renouvelable. Donc concrètement, on peut espérer, entre guillemets, que si on a un méthaniseur à côté de chez soi, on a un rabais sur la facture électricité. Alors, ça sera à vérifier en relisant le projet de loi. Et puis, j'imagine que ce projet de loi va aussi évoluer quand il passera au Parlement, donc à l'Assemblée et au Sénat. Il y aura sûrement des amendements peut-être qui viendront compléter ou préciser ce genre de choses. À ma connaissance, encore une fois, je n'ai pas vu de spécificité en ce qui concerne la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable. Bon, bah, effectivement, donc on comprend que l'accès à un tarif réduit de l'énergie à proximité des installations est une bonne idée, mais le diable se cache dans les détails, comme on dit très souvent. Pour terminer ce deuxième tour de table, avec vous, Monsieur Frout, vous y effectivement tout à l'heure parlé d'innovation, on parle d'accélération, donc d'avenir, l'avenir de l'énergie, notamment l'énergie renouvelable et la manière dont on peut la stocker, ce qui est une thématique qui revient régulièrement, c'est l'hydrogène. Et là, justement, je crois que vous nous avez dit que vous aviez des projets en la matière. Oui, effectivement. Alors, en France, on n'est pas encore très impliqué sur ce modèle-là de l'hydrogène. On a nos clients et partenaires qui se lancent dans cette nouvelle technologie avec des expérimentations sur les électrolyseurs et des modèles à construire d'activités, générer de l'hydrogène pour alimenter des flottes de bus, etc. Donc, il y a des choses qui sont en train de se construire, mais nos clients aujourd'hui sont encore assez balbutiants en France sur le sujet. Ensuite, Vestas, comme c'est un groupe international qui s'adresse dans le monde entier, qui travaille aussi avec des pétroliers qui sont en train eux-mêmes de faire leur conversion, ce type d'acteurs-là ont des ambitions très fortes d'installer des gigawatts, des énormes fermes éoliennes. Et l'un des débouchés, effectivement, c'est de fabriquer de l'ammoniac ou de l'hydrogène ou autre. Et donc le groupe Vestas investit dans des prototypes en partenariat donc avec des fabricants d'électrolyseurs et des développeurs, en général plutôt des grosses structures. Et donc on a en ce moment deux fermes pilotes, l'un au Portugal, l'autre au Danemark, avec des centrales hybrides qui mélangent donc de l'éolien, du photovoltaïque, du stockage, l'un pour faire de l'hydrogène, l'autre pour faire de l'ammoniac, avec pour l'un des deux projets, notamment celui qui est au Danemark, donc un électrolyseur de 200 MW. Là, typiquement, l'objectif, c'est de tester sur une petite unité pour passer à l'échelle supérieure à 1 gigawatt en 2030. Et donc, pour Vestas, l'intérêt, c'est de comprendre le fonctionnement de ce type de système. C'est-à-dire, on ne fait plus que de la turbine, on essaie de faire de la turbine intelligente pour que ça fonctionne au mieux dans ce type de système hybride. Et donc, on travaille sur l'aspect spécification, parce que ça ne fera pas forcément avoir la même qualité d'électricité. Enfin, il y a des caractéristiques techniques qu'il faut qu'on apprenne pour être le plus pertinent sur l'application spécifique de l'électrolyseur. Voilà. Donc, on investit là-dedans pour apprendre, comme tout le monde, en fait. Parce qu'on sait que demain, ce sera un élément prédominant dans le mix énergétique. L'ambition, quand même, globalement partagée, c'est qu'on abandonne le fossile pour se convertir vers l'électrique. L'hydrogène, ça sera un moyen de stockage, effectivement, mais ça sera aussi un moyen de remplacer les combustibles fossiles dans les industries qui brûlent du combustible ou de l'hydrogène pour faire marcher les piles à combustible. Donc forcément, c'est un domaine d'application totalement nouveau, qui existe déjà, mais qui va être déployé massivement.
Et Vestas, ce n'est pas que de la turbine. On veut vraiment être leader dans les solutions énergétiques renouvelables. Et donc, il faut qu'on apprenne aussi sur ce niveau-là, quoi. Catherine Louis, avant qu'on passe peut-être le micro à sa salle, effectivement, on voit que c'est une solution intégrée, l'hydrogène, qui mêle l'éolien, le photovoltaïque et la production d'hydrogène, d'ammoniac, un vrai projet intégré. Je fais un parallèle avec votre projet de territoire qui est assez vaste. Est-ce que du coup, vous regardez, vous, effectivement, du côté de l'hydrogène, je pense notamment par rapport à la mobilité, on sait que l'hydrogène a véritablement une vocation à y jouer, notamment pour les transports publics. Oui, tout à fait. Alors là, aujourd'hui, non, je ne vous répondrai pas favorablement par rapport à la réflexion. Vous avez le droit, il n'y a pas de souci. Non, ce n'est pas encore engagé. Voilà, je tiens à le dire. On a plutôt un œil porté sur bien l'éolien, naturellement, pour la réimplantation du parc, et puis sur les parcs photovoltaïques. Voilà. Donc ça, c'est les principales orientations qui sont portées par la communauté de communes aujourd'hui. Alors je précise quand même qu'on est une communauté de communes située à 20 km de la métropole dijonnaise, mais qui ne compte que 7500 habitants. Et moi, je n'ai pas du tout d'industrie sur mon territoire. Donc j'ai très très peu de revenus sur cette communauté de communes. Donc elle est déjà très avancée au niveau de ses projets, mais néanmoins, voilà, faute de revenus, c'est un petit peu plus compliqué. Mais néanmoins, faute de revenus. On engage ces réflexions et on poursuit le travail. Très bien. Merci à vous tous pour vos éclairages. Je vous propose effectivement, comme je le disais, qu'on prenne quelques questions dans la salle sur ce qui a été évoqué tout au long de cette table ronde. Ne soyez pas timide. À chaque fois, c'est toujours pareil, c'est toujours compliqué de prendre le micro, poser sa question. Il faut la première toujours. Alors, qui se lance? Pas de questions? Aucune question? Écoutez, tout porte à croire qu'on a été extrêmement clair. Non, eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va effectivement pas vous forcer la main et vous tendre le micro. Peut-être une dernière réaction, des choses qu'on n'aurait pas évoquées, que vous souhaiteriez aborder sur la table ronde? Eh bien, écoutez, non plus, c'est parfait. On a bien brossé donc tous les aspects de la question qui nous était posée. Merci à vous tous d'avoir participé à cette table ronde. Je pense qu'on peut les remercier.